Ogadal 24 News, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité. À la une ce soir, le génocide sioniste à Gaza se poursuit malgré l'accord de cessez-le-feu. Depuis le 10 octobre dernier, on compte 226 martyrs, en majorité des femmes et des enfants. L'acharnement sioniste sur le Liban s'intensifie. Le ministère libanais de la Santé a annoncé 3 martyrs dans un raid aérien samedi soir dans le sud du pays. Dossier nucléaire, le président iranien Massoud Pezeshkian réaffirme la détermination de son pays à reconstruire ses installations nucléaires avec plus de vigueur. Plus de détails dans cette édition. Et puis on se penchera sur la crise en Syrie où le président de la transition est attendu à Washington pour discuter de la levée des sanctions, de la reconstruction et de la lutte contre le terrorisme. Et le Soudan à feu et à sang, 12 personnes dont des enfants ont été assassinées dans un nouveau raid des forces de soutien rapide au Kordofan, alors que l'ONU déplore le déplacement massif d'au moins 13 millions de personnes. Bonsoir à toutes et à tous. Pas de cessez-le-feu à Gaza malgré l'entrée en vigueur d'un accord le 10 octobre dernier. Les Palestiniens se font attaquer quotidiennement, bombardements au drone, fusillades et agressions sionistes en tout genre. Les forces d'occupation ne respectent aucune trêve. Le bilan de ce génocide s'est une nouvelle fois alourdi ce dimanche, atteignant les 68 865 martyrs et 170 670 blessés, en majorité des femmes et des enfants. Selon les autorités palestiniennes de la santé, les corps de 7 martyrs sont arrivés dans les hôpitaux de la bande ces dernières 24 heures. Et depuis l'entrée en vigueur du prétendu accord de cessez-le-feu, 226 civils, hommes, femmes et enfants sont tombés en martyrs. À noter que mardi dernier, le premier ministre sioniste, le dénommé Benyamin Netanyahou, avait ordonné une action militaire contre Gaza, invoquant des violations présumées du cessez-le-feu par le Hamas, qui a démenti ces allégations et accusé l'occupation sioniste de saper le cessez-le-feu. Les médias palestiniens ont rapporté la découverte des corps de 3 captifs sionistes à l'est de Khan Younes. L'agence de presse Reuters a indiqué que l'un des corps retrouvés par des équipes de la Croix-Rouge et des résistants était celui du commandant de la brigade sud de la division de Gaza des forces d'occupation sionistes. Et après plus de 2 ans de génocide sioniste, les élèves de la bande de Gaza reprennent petit à petit les cours dans une école de l'UNRWA transformée en refuge pour les personnes déplacées à Nusayrat. Certaines écoles de l'ONU ont désormais repris partiellement les cours, même si les familles déplacées continuent de vivre entassées dans les bâtiments scolaires. Je suis actuellement en 6e année, mais j'ai perdu 2 années d'études à cause des déplacements et de la guerre. Certains élèves sont venus à l'école, alors nous apprenons petit à petit, jusqu'à ce que l'école se vide à nouveau des déplacés et que nous puissions continuer à apprendre comme avant. Les écoles ont commencé à rouvrir progressivement depuis le 7 octobre. Nos enfants n'ont pas pu aller à l'école. Je suis un parent dont les enfants ont vu leur scolarité complètement interrompue depuis cette date. Pendant cette période, tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était aller chercher de l'eau, trouver de la nourriture ou jouer dans les rues. Mais heureusement, il y a environ 1 semaine ou 10 jours, les écoles ont commencé à rouvrir progressivement.
Les Gazaouis qui tentent d'atteindre leurs anciens quartiers et leurs maisons, même détruites, se retrouvent face à un obstacle de taille, la ligne jaune. En d'autres termes, une frontière imaginaire marquée par des blocs de béton qui fonctionnent comme un cordon de séparation interne que les déplacés ont pour ordre de ne pas franchir. À Jabalia, comme dans une grande partie de l'enclave, la ligne jaune complique la vie des Gazaouis. Souhila Kilal. Même dans une ville dévastée qui n'est désormais qu'un désert de démolition, les Gazaouis ne peuvent se mouvoir à leur guise. Des lignes jaunes imaginaires, matérialisées par des blocs de béton jaune, empêchent les habitants de Raza d'avancer et d'atteindre leurs anciennes habitations, sous peine de se faire tirer dessus, comme c'est le cas à Jabalia, où le danger est omniprésent. Voici le cube jaune qui marque la ligne jaune et voici l'emplacement de ma tante. C'est l'endroit où j'habitais avant. Cette maison est celle de mes parents. Il y a comme une pièce sous les décombres et je voudrais m'installer avec ma famille. La ligne verte est censée représenter les points d'aide humanitaire et la ligne jaune empêche tout accès. Il n'y a rien de tout ça. Il n'y a que des lignes jaunes. On entend des coups de feu, des chars avancent. Il n'y a plus de vie. C'est donc une nouvelle frontière militaire imposée par l'entité sioniste au sein même de l'enclave palestinienne qui transforme le retour des déplacés chez eux en une condamnation à mort face à l'inaction internationale. Surtout que les limites exactes de cette ligne jaune ne sont pas claires, conduisant à l'assassinat d'un nombre de Palestiniens dont le seul tort était de vouloir rentrer chez eux. La peur est omniprésente 24 heures sur 24. On entend des drones, des coups de feu, des tirs d'obus pour nous forcer à quitter la zone. Mais nous n'avons nulle part où aller. Nous attendons impatiemment la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu pour régler ce problème, que les corps soient restitués et que les points de passage rouvrent. Le plus important, c'est qu'ils se retirent d'ici. Ce confinement n'est que la première phase d'un soi-disant plan de retrait échelonné. Mais même après ce retrait en phase, les Palestiniens resteront confinés dans un territoire plus réduit qu'avant, perpétuant ainsi le contrôle sioniste sur le gouvernorat de Raza et ses habitants. Je vous le disais en titre, l'acharnement sioniste sur le Liban s'intensifie. Le ministère libanais de la Santé a annoncé qu'un raid aérien sioniste survenu samedi soir dans le sud du pays a fait au moins 3 martyrs. Dans un communiqué, le ministère a précisé que le raid qui visait un véhicule dans la ville de Kafar Rumman, dans le district de Nabatia, avait également fait de nombreux blessés. C'est intolérable que la situation continue ainsi. Il faut absolument trouver une solution. On a l'impression que tous les pays conspirent contre nous, refusant toute solution politique et ne cherchant qu'une solution militaire. Qu'avons-nous fait, nous les civils, pour mériter cela? Dossier nucléaire, le président iranien Massoud Pezeshkian a réaffirmé la détermination de son pays à reconstruire ses installations nucléaires avec plus de vigueur, ajoutant que Téhéran ne cherchait pas à se doter de l'arme nucléaire. Massoud Pezeshkian a affirmé que la destruction des installations nucléaires n'entraverait pas le progrès de l'Iran en matière de reconstruction et de développement. La destruction des installations nucléaires n'entravera pas notre progrès et nous les reconstruisons plus fortes. Toutes nos activités nucléaires visent à résoudre les problèmes des citoyens et les questions non militaires et nous considérons l'utilisation de la bombe nucléaire comme interdite. Crise en Syrie, le ministre syrien des Affaires étrangères Saad Shaibani a déclaré ce dimanche que le président de la transition Ahmed Shara abordera la question de la levée des dernières sanctions imposées à son pays et de la lutte contre le terrorisme lors de sa prochaine visite à Washington. Shaibani a expliqué lors de sa participation au dialogue de Manama à Bahreïn qu'Ahmed Shara se rendra à la Maison Blanche début novembre, une visite qu'il considère comme historique. On écoute.
Son Excellence, le président Ahmed Shara se rendra à la Maison-Blanche début novembre. Cette visite sera historique car ce sera la première fois depuis 70 ou 80 ans qu'un président syrien y entre. De nombreux sujets seront certainement abordés, à commencer par la levée des sanctions et l'ouverture d'un nouveau chapitre dans les relations américo-syriennes. Nous souhaitons établir un partenariat solide entre les États-Unis et la Syrie. La Syrie souffre actuellement en combattant Daesh et nous avons besoin de soutien international dans ce combat. Daesh n'est pas seulement la responsabilité de la Syrie, il s'agit d'une menace régionale et internationale. Le gouvernement syrien ne doit pas le tolérer. Nous devons l'aider à faire face à cette menace. En Algérie, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce dimanche une réunion du Conseil des ministres consacrée à un projet de loi fixant les règles générales relatives aux services de confiance pour les transactions électroniques et à l'identification électronique, ainsi que des exposés portant notamment sur le raccordement des grands projets agricoles, des cultures stratégiques au réseau électrique et les nouvelles dispositions prévues dans le projet du Code de la route. Et à l'occasion du 71e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de libération, le président russe Vladimir Poutine a adressé ses vœux au président de la République Abdelmadjid Tebboune, soulignant que les relations algéro-russes se développaient de manière dynamique dans le cadre du partenariat stratégique approfondi. Dans son message de vœux, le président russe s'est dit convaincu de l'importance de la poursuite du travail constructif sur les questions bilatérales et internationales d'actualité, au milieu des intérêts des peuples russes et algériens et au service du renforcement de la sécurité et de la stabilité en Afrique et au Moyen-Orient. À la même occasion, le président turc a adressé ses vœux au président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Le président Recep Tayyip Erdogan s'est félicité du niveau des relations bilatérales qui continuent de se développer dans un esprit empreint d'entente mutuelle et de volonté commune, estimant que le raffermissement des relations entre Alger et Ankara revêtait une importance capitale au service de la paix et de la prospérité dans la région et au service des peuples des deux pays. Dans son message, le président turc s'est dit convaincu que les relations bilatérales se développeront davantage à travers les résultats des importantes échéances prévues avec le président Tebboune. Autre activité présidentielle, le président de la République a reçu ce dimanche la championne olympique et du monde, Kéliane Emmour, accompagnée de ses parents et du staff technique de la Fédération algérienne de gymnastique. Ont assisté à la réception M. Boualem Boualem, directeur du cabinet de la présidence de la République, Walid Sadi, ministre des Sports, et Kamel Sidi Saïd, le conseiller du président en charge de la direction générale de la communication. Et sur le sol national comme à l'étranger, les Algériens du monde ont commémoré le 71e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération, à l'instar de la communauté algérienne de Nice et dans la principauté de Monaco. Les célébrations se sont déroulées sous l'égide du consul général d'Algérie à Nice, Fawzi Dib, qui a souligné à cette occasion l'importance de maintenir un lien fort avec la patrie et de la servir à tous les niveaux. Les présents ont exprimé leur fierté d'appartenir à l'Algérie, terre d'histoire et de combattants pour la liberté. On écoute. Mesdames et messieurs, tout d'abord, permettez-moi de vous remercier d'avoir accepté, toujours épris de liberté et une personnalité. C'est toujours avec la même ferveur que les Algériens commémorent ce rendez-vous annuel de la fête nationale dans une Algérie. Toujours épris de liberté et une personnalité déterminée, forgée par son histoire millénaire. Ce jour du 1er novembre, inattendu par le pouvoir colonial, a été pour le peuple algérien le jour de l'espérance, tant attendu, pour briser les chaînes de la servitude et de l'humiliation. Une poignée d'hommes du peuple algérien, depuis le début de la colonisation de 1830, ont réussi à briser le mur de la peur avec comme seule arme la justesse de leur force. Le 1er novembre, comme l'a dit le président Abdelmadjid Tebboune, c'est une date qui est notre boussole. 1er novembre, date importante, déclenchement de la guerre d'Algérie, mais en même temps on est passé du politique aux armes, qui nous a permis aujourd'hui d'être libres.
Nous sommes à Monaco, nous avons passé une excellente soirée entouré de jeunes prodiges musiciens, avec des amis de l'Algérie, monégasques et amis de Monaco. Je ne peux qu'aujourd'hui me féliciter de cette soirée et me féliciter que nous puissions aujourd'hui, avec la liberté que nous avons, après 132 ans de colonialisme, pouvoir aujourd'hui honorer cette date mémoire d'une manière fantastique. Très fière ce soir d'avoir partagé ce moment qui était convivial et très inspirant. On sent une réelle cohésion entre les gens présents ce soir. Très heureuse d'avoir répondu à cette invitation. Je suis venu ici à l'invitation de Monsieur le Consul. Comme chaque année d'ailleurs, je suis invité à la fête nationale algérienne et j'y viens d'autant plus volontiers que, comme vous le savez, c'est un pays qui m'est très cher. J'y vais assez régulièrement désormais parce que nous avons un partenaire notamment d'excellence qui s'appelle l'ENSMAL, l'École nationale supérieure des sciences de la mer et de l'aménagement du littoral à Alger. Et donc nous travaillons beaucoup avec eux. Nous les avons conviés cet été à faire une conférence sur la biodiversité du littoral algérien et des îles. Donc voilà, puis j'espère que ça continue. Après, je dirais que donc le consulat qui organise les manifestations est à Nice et à Monaco. À Monaco, nous avons toujours plaisir à l'accueillir. Et comme je le dis toujours, fi Monaco, anta fidal. Direction à présent Oran, où se déroule la 13e édition du Festival international du film arabe. Et en marge des célébrations du 1er novembre 1954, le festival a tenu à rendre hommage à l'histoire et à la mémoire nationale avec la projection du film algérien Zeroud Youssef. Reportage de Felah Laili, récit Amlam Zenzitouni. À Oran, la 13e édition du Festival international du film arabe a rendu hommage à l'histoire et à la mémoire nationale, avec la projection du film algérien Zeroud Youssef en marge des célébrations du 71e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération nationale. Un moment fort, empreint d'émotion et de fierté, où le cinéma s'est fait témoin du souvenir collectif. Ce genre d'œuvres qui nous réunissent autour de notre mémoire, de notre histoire. Ils nous mettent devant notre histoire. Et moi, je suis très fier de contribuer modestement à cette fête. Et aussi, je suis très heureux que le film va sortir aussi demain, à partir de demain. C'est un honneur que le film Zeroud Youssef soit projeté au Festival international du film arabe d'Oran. C'est aussi un grand honneur qu'il soit projeté en cet anniversaire du 1er novembre, puisque ce film ravive la mémoire de la gloire nationale. Ce film donne aux jeunes un aperçu de la guerre de révolution au nord du Constantinois. Présenté en sélection spéciale, le film réunit plusieurs artistes algériens, dont le compositeur Safi Boutella, autour d'une œuvre qui rend hommage à la Révolution et à ses héros. Une création collective qui traduit à travers l'image et la musique la force du souvenir et la beauté du sacrifice. Je suis très heureux parce que d'abord j'ai adoré avoir fait la musique de ce film. Je suis fils de Moudjahid, j'ai grandi pendant la Révolution. J'avais 12 ans à l'indépendance, donc je suis très touché d'avoir fait ça. Et aussi, c'est la première fois que je vois le film terminé et surtout avec du public. Cette projection est spéciale parce qu'elle coïncide avec le 1er novembre. Et j'espère que le film et les messages du film iront au public de la façon dont on a voulu lui transmettre. Je suis fier de faire partie de cette jeune équipe-là qui fait transmettre la mémoire au jeune public surtout. Et j'espère qu'il y aura beaucoup d'autres films qui feront de même. Dans cette soirée de mémoire et d'art, le film Zeroud Youssef s'impose comme un vibrant hommage à la révolution algérienne et à l'esprit de novembre que le cinéma continue de perpétuer génération après génération. Dans notre dossier sahraoui ce soir, en présence du représentant du Front Polisario en Autriche, l'ambassadeur Mohamed Salama Badi, le 9e Forum européen a réaffirmé le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance. Dans sa déclaration finale, le Forum européen a réitéré son soutien à la juste cause du peuple sahraoui, la considérant comme un enjeu de décolonisation et réaffirmant son droit inaliénable à l'autodétermination.
La déclaration finale du forum a appelé à permettre au peuple sahraoui d'exercer ce droit par le biais d'un référendum libre, équitable et démocratique. Examinant le récent accord commercial entre l'Union européenne et le Maroc, le forum européen a également affirmé son illégalité, le condamnant comme une nouvelle tentative de contourner les arrêtés de la Cour de justice européenne. Et puis la capitale allemande, Berlin, a accueilli samedi un événement culturel consacré à la mémoire et à la résistance dans l'histoire des femmes sahraouies. Le séminaire culturel a exploré l'histoire et la situation actuelle de la présence coloniale étrangère au Sahara occidental, en mettant l'accent sur le rôle crucial des femmes sahraouies dans la résistance et la lutte pour l'autodétermination et l'indépendance. L'événement a donc mis en lumière la vie et la résistance de ces femmes, ainsi que la responsabilité des puissances coloniales, comme l'Espagne, en matière de mémoire, de justice et de réparation. Le Soudan toujours à feu et à sang. Le réseau des médecins soudanais a rapporté que plusieurs personnes, dont des enfants, ont été assassinées lors de raids menés par les forces de soutien rapide dans plusieurs zones du Kordofan du Sud. Le réseau a expliqué que les forces de soutien rapide ont bombardé le siège de l'Organisation internationale pour les migrations à Kadougli à l'aide de drones, causant la mort de 5 enfants. Elles ont également ciblé un camp de personnes déplacées dans la région d'Al Abbasiya au Kordofan du Sud, tuant au moins 7 personnes, dont des femmes et des enfants. De son côté, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a confirmé qu'environ 13 millions de personnes ont été contraintes de fuir leur foyer en raison du conflit qui déchire le pays depuis 2023. Dans un communiqué publié samedi, le HCR a indiqué que la crise au Soudan est devenue l'une des pires crises humanitaires au monde. Après plus de 9000 jours de combats intenses, des violations massives des droits humains, la famine et l'effondrement des services essentiels, autant de facteurs qui ont poussé des millions de personnes menacées de mort à fuir. Et ce drame au Kenya, au moins 22 personnes sont mortes et plus de 30 autres sont portées disparues après un glissement de terrain survenu samedi dans la région de la vallée du Rift dans l'ouest du pays, où de fortes pluies s'abattent sur la zone depuis plusieurs jours en pleine saison des pluies. Au total, plus de 1000 maisons ont été détruites et plusieurs routes ont été coupées. Il est tragique de constater qu'un glissement de terrain dévastateur s'est produit la nuit dernière. Les fortes pluies ont fortement affecté les populations de Sambiri et d'Ondo, et plus particulièrement la région de Chezangoche. Malheureusement, nous déplorons de nombreux morts et blessés. Heureusement, l'armée et le ministère de l'Intérieur ont pu nous apporter leur soutien en déployant des hélicoptères pour transporter les patients vers l'hôpital universitaire. Les ambulances de West Pokot et d'Elgeyo Marakwet ne pouvaient accéder à la zone. Toutes les routes, y compris les routes goudronnées, étaient coupées. Conflit en Ukraine, de nouvelles attaques nocturnes imputées à la Russie ont fait au moins 6 morts ce dimanche selon les autorités locales. Kiev a pour sa part indiqué avoir frappé dans la matinée des installations pétrolières dans un port sur la mer Noire. Dans la nuit de samedi à dimanche, la Russie aurait lancé 79 drones et 2 missiles balistiques sur l'Ukraine selon l'armée de l'air ukrainienne qui affirmait avoir abattu 67 drones. Le président Volodymyr Zelensky a pour sa part précisé que 5 régions avaient été touchées. Deux autres personnes sont mortes à la suite d'une attaque présumée de drones russes menée dans la nuit de samedi à dimanche dans la région d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine. C'est ce qu'a déclaré le gouverneur Ole Kipper sur Telegram ce dimanche. Les services d'urgence régionaux ont diffusé une vidéo montrant des pompiers en train d'éteindre un camion en feu. La Russie n'a pour l'heure fait aucun commentaire immédiat
au sujet de la présumée attaque. En parallèle, la Russie a lancé un nouveau sous-marin nucléaire dans la ville portuaire de Severodvinsk. Le ministre russe de la Défense Andrei Belousov a assisté samedi à la cérémonie de lancement et a déclaré que le croiseur lance-missiles lourd à propulsion nucléaire permettra, je cite, de sécuriser efficacement les frontières maritimes de la Russie et de protéger ses intérêts nationaux dans diverses parties des océans du monde. Un événement majeur se déroule aujourd'hui. Le croiseur lance-missiles nucléaires lourd Khabarovsk est mis à l'eau depuis la cale de halage du célèbre chantier naval Sevmach. Ce navire porteur d'armes, sous-marins et de systèmes robotisés nous permettra de sécuriser efficacement les frontières maritimes de la Russie et de protéger ses intérêts nationaux dans diverses régions des océans du globe. Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à la construction de ce sous-marins pour leur travail consciencieux et de grande qualité. Le bâtiment doit encore effectuer une série d'essais en mer. Je souhaite à l'équipage et à l'équipe de mise en service plein succès dans leur réalisation. L'armée russe a déclaré que ses forces avaient assiégé les troupes ukrainiennes dans la ville de Pokrovsk et que des soldats ukrainiens commençaient à se rendre, bien que la partie ukrainienne ait nié tout encerclement ou blocus. Le ministère russe de la Défense a indiqué dans son point de presse quotidien qu'au cours des dernières 24 heures, les troupes russes avaient encerclé des militaires ukrainiens dans la ville. Le ministère russe a également indiqué que 7 assauts lancés depuis le nord et le nord-ouest visant à briser l'encerclement ont tous été repoussés. En Grande-Bretagne, l'ancien prince Andrew devrait être démis de son dernier poste militaire dans le cadre de la décision du roi Charles de retirer son frère de la vie publique. Le ministre de la Défense, John Healey, a déclaré ce dimanche à la télévision de la BBC que des démarches étaient en cours pour retirer à Andrew de son poste de vice-amiral dans la marine britannique. Pour rappel, la semaine dernière, le roi a déchu son jeune frère de son titre de prince et l'a expulsé de son manoir, et ce afin d'éviter que la réputation de la famille royale ne soit davantage ternie par les liens d'Andrew avec le défunt délinquant sexuel Jeffrey Epstein. Le gouvernement s'est conformé aux décisions et aux jugements du roi. Il en va de même pour la défense. Et nous avons vu Andrew renoncer au titre honorifique qu'il occupait au sein des forces armées. Toujours sous l'égide du roi, nous travaillons actuellement à lui retirer son dernier titre de vice-amiral. Nous collaborons avec le palais. Nous y travaillons en ce moment. C'est une décision judicieuse. C'est une décision que le roi nous a indiqué de prendre et sur laquelle nous travaillons actuellement. Guerre commerciale, le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent a qualifié la Chine de partenaire peu fiable dans certains domaines commerciaux et a déclaré que les États-Unis pourraient de nouveau menacer d'imposer des droits de douane si Pékin envisageait d'interrompre ses exportations de terres rares. Scott Bessent a déclaré ce dimanche sur Fox News Sunday que la menace de la Chine concernant ces minéraux critiques l'avait surpris début octobre. On écoute. Nous pourrions à nouveau brandir la menace de droits de douane et nous disposons également de nombreux leviers pour bloquer certaines choses. Au cours des 12 à 24 mois, nous allons agir à une vitesse fulgurante. Nous ne sommes pas arrivés là en un an. Ce problème nous poursuit depuis plusieurs décennies. Il n'a jamais été résolu concernant ces terres rares, les aimants à base de terres rares. Les Chinois ont monopolisé le marché et malheureusement, ils se sont parfois révélés être des partenaires peu fiables. Autre actualité, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a visité le 11e corps de l'armée nord-coréenne samedi selon les médias d'État dimanche. La chaîne de télévision d'État nord-coréenne KRT a diffusé une vidéo montrant Kim Jong-un accueilli en héros et posant pour des photos de groupe avec les troupes. Et selon l'agence de presse Yonhap, le 11e corps, l'unité des forces spéciales la plus prestigieuse de Corée du Nord, a acquis de l'expérience dans la guerre moderne après avoir déployé des troupes en Russie à la fin de l'année dernière pour soutenir le pays dans le conflit en Ukraine.
싸움 준비 완성의 혁혁한 군공으로 빛나는 이용께서는 군단 관하 연합부대 군정 지휘관들을 만나신 자리에서 김성은 동지께서는 특수작전부대 전투원들의 훈련을 보셨습니다. Au Mexique, une explosion a priori accidentelle dans un supermarché, possiblement provoquée par un transformateur électrique défectueux, a fait au moins 23 morts et 12 blessés samedi dans une ville du nord du pays, selon les autorités locales. Le procureur d'État, Gustavo Salas, a indiqué que la plupart des victimes étaient mortes par inhalation de gaz toxique. Il a ajouté que 12 blessés avaient été pris en charge dans les hôpitaux d'Hermosillo. Waldos de la colonia Centro en Hermosillo. L'explosion survenue dans le magasin Waldos, situé en plein centre-ville d'Hermosillo, a profondément attristé tous les habitants de l'état de Sonora. Le bilan actuel fait état de 23 morts et de 11 blessés, pris en charge dans différents hôpitaux de la ville. Malheureusement, des mineurs figurent parmi les victimes. J'ai demandé à toutes les agences gouvernementales de l'État de fournir une aide intégrale, notamment en matière de soins médicaux, psychologiques et sociaux. Personne ne devra affronter cette épreuve seul. J'ai ordonné une enquête approfondie et transparente afin d'établir les causes de l'accident et de déterminer les responsabilités qui s'imposent. Elle sera menée avec sérieux, honnêteté et impartialité. Voilà, Madame, Monsieur, on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou bien en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'actu continue sur Al24 News. Excellente soirée à toutes et à tous et à demain.